Merci beaucoup de m'avoir invité et merci beaucoup à vous tous d'être là pour ce que vous représentez et pour ce que vous faites au quotidien, qui est bien plus important que ce que je viens raconter moi. Mais pour être à égalité avec Elisabeth, je suis docteur en éthique, c'est pour ça que je viens vous parler aussi d'éthique. Voilà, j'aime bien l'égalité aussi. Alors, c'est un sujet complexe. On m'a demandé de vous parler finalement du tiers médecin et de l'éthique du soin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été soulevées en fait depuis ce matin. Je vais commencer par en fait, vous parlez des notions d'éthique du soin et puis de la façon dont elles sont finalement, dont elles interagissent dans notre action médicale et dans notre action non médicale à tous en fonction de notre posture. Je ne vais pas vous parler d'histoire ni de quoi que ce soit. L'éthique du soin telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est avant tout une éthique de l'altérité, donc qui fait rappel à Lévinas et à Ricoeur, peut-être d'ailleurs plus à Ricoeur dans la posture du tiers. Mais Ricoeur, il a posé l'idée, donc c'est une éthique post-Shoah, où on se pose la question du fait que finalement l'inaltération ou l'inaltérité de la dignité, comment est-ce qu'on peut être digne de façon kantienne, c'est-à-dire d'être un homme non monnayable, qui a une dignité, on va dire, dans son essence même, une fois qu'on a vécu des génocides, des différentes destructions de l'homme par l'homme. Comment est-ce qu'on peut, en fait, imaginer l'éthique après ça? Et donc, il y a toute une réflexion, en fait, sur la façon dont l'autre nous saisit et qu'en fait, nous ne sommes complets en tant qu'humains. C'est une interprétation rapide que je vous fais, mais en tout cas que c'est l'autre qui nous construit. Et dans l'idée que, en fait, c'est qu'a développé Ricoeur dans Soi-même comme un autre, en fait, c'est qu'on se nourrit de l'autre aussi pour se construire soi, et que l'autre nous interpelle aussi, et qui nous interpelle d'autant plus qu'il est dans une posture qui nous semble pas idéal, fragile, etc. Et en fait, dans la modernisation de l'éthique, en tout cas l'adaptation aux différents temps de la société, on voit bien que cette responsabilité qui est appelée à celui qui regarde est de plus en plus importante. Alors, Ricoeur, il a posé l'idée d'un triangle qui est que, en fait, quand je regarde l'autre, moi je m'appelle je et l'autre est toi, eh bien, quand je regarde l'autre, nous ne sommes pas dans un fameux huis clos, normalement. En tout cas, il y a autour de nous plein d'autres choses qui changent la situation. Et pour reprendre l'image de l'amour jeune qui a été évoqué tout à l'heure, voilà. Quand on est dans une relation amoureuse, la première, la deuxième, la 150e, quand on est dans le huis clos, on est très amoureux, il n'y a rien d'autre qui existe, les petits oiseaux, les machins, ou la pluie si on aime ça. Et puis tout à coup, eh bien, la relation change parce qu'il y a, en fonction de l'âge, les parents, le boulot, la question du mariage, de la sécu, des impôts, enfin plein de trucs qui s'invitent de différents genres, en fait, qui s'invitent, ou de différents types, parce que le mot genre aujourd'hui est un peu catégorisé dans autre chose, mais en tout cas de différents types qui s'invitent en fait dans cette relation-là, et qui font que la relation entre les deux va changer, qu'on n'aura pas forcément la même posture, ni le je ni le tu, quand on sera devant les parents, ou quand on sera ou quand il s'agira d'aller devant le maire, ou pour savoir comment on va répartir les impôts. Voilà. Dans cette idée-là, en fait, il y a la première idée que, en fait, dans cette relation de médecin, nous ne sommes jamais seuls. Et alors, je vais parler en tant que gériatre, mais dans le handicap, dans la psychiatrie, c'est aussi un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, en tant que gériatre, je sais examiner un patient,
mais mon pouvoir s'arrête à peu près là. Je sais prescrire des médicaments, mais quand il va falloir essayer d'envisager ce qui va pouvoir être intéressant pour lui, pour qu'il reste le plus longtemps possible chez lui avec ses idées à lui, il va falloir que j'ai avec moi à travailler avec le patient et avec moi, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des auxiliaires de vie. En tout cas, voilà, c'est pas moi qui vais faire tout ça. Donc, nous sommes clairement dans une posture multidisciplinaire qui est la posture même de cette éthique. C'est qu'on ne fait pas de l'éthique tout seul et qu'on n'est pas, en fait, dès qu'on est dans la dyade, je tue, on n'est pas dans une posture éthique. Et qu'il faut être plusieurs pour digérer, envisager tout ce qui peut, et aussi rationaliser tout ce qui peut être proposé au mieux ou au plus mal, en fait. Alors, les principes qui supportent l'éthique médicale aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les principes de Beauchamp et Childress. Vous les voyez aussi nommés sous principe hippocratique, mais je ne suis pas sûre qu'Hippocrate avait la même notion que nous que de l'autonomie, par exemple. L'autonomie, c'est la possibilité à décider pour soi. Donc, c'est l'idée qu'on respecte l'autonomie de l'autre, mais qu'on est aussi capable de s'exprimer pour soi. C'est-à-dire que l'autonomie de l'un et de l'autre est respectée. Dans une posture médecin-patient, c'est clairement, le médecin a clairement une posture de pouvoir dans ce qui concerne le soin. Et donc, l'idée, c'est de respecter l'autonomie du sujet, c'est-à-dire l'autonomie du tu. La posture de bienfaisance, donc généralement les soignants sont bienfaisants, c'est-à-dire qu'ils agissent dans l'intérêt de l'autre ou qu'ils prennent les décisions dans l'intérêt de la personne qu'ils accompagnent. Mais parfois, ce concept de bienfaisance se heurte avec la notion de non-malfaisance, c'est-à-dire ne pas vouloir faire du tort à l'autre. Et par exemple, vous savez tous que la première raison d'entrer en EHPAD, ce sont les chutes répétées à domicile, parce qu'on est inquiet pour le patient, parce qu'on ne va pas arriver assez tôt pour la personne, pour tout le monde, voilà. Et vous savez bien que quand on arrive en EHPAD, le climat est meilleur et les gens ne chutent plus. Voilà. Et donc, ils chutent plus. Quand ils chutent plus, c'est dangereux, en fait. C'est qu'il se passe quelque chose. Mais quand on interroge la plupart des professionnels, c'est que soit il y a quelqu'un qui leur a mitraillé que s'ils laissaient les gens tomber, ils allaient se casser et qui faisait du mal aux gens. Et soit que, en fait, ils sont dans un conflit éthique pur et dur. C'est ok, mais la dame, elle veut sans arrêt aller aux toilettes. Pour elle, c'est indispensable d'y aller toute seule. Elle peut pas y aller toute seule. Je suis obligée de l'accompagner, mais on n'est pas assez nombreux. Donc finalement, parfois, je la contentionne pour qu'elle y aille pas toute seule, mais je l'accompagne aussi souvent que je peux. Oui, mais en fait, le fait de contentionner est quand même le fait de faire du tort à l'autre, mais je lui fais du tort pour lui faire du bien. Ça, c'est un des conflits les plus classiques qui soient. Alors, l'éthique, ça n'apporte aucune solution. Ça ne fait que de poser plus de questions. Donc, parce que quelqu'un a demandé s'il y avait des solutions tout à l'heure, c'est pas moi. C'est peut-être cet après-midi, mais en tout cas pas tôt ce matin. Et puis le dernier principe, c'est le principe de justice. Avant la justice, c'était le principe d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde part des mêmes droits. Et d'ailleurs, vous savez bien, les situations qui ont été interpellées par Elisabeth tout à l'heure, c'est exactement ça. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde a les mêmes droits de recevoir la visite des travailleurs sociaux, d'envoyer l'ARS, de ceci, de cela, sauf qu'en pratique, tout le monde a le droit de ne pas ouvrir sa porte. En pratique, l'exercice même de ces droits n'est pas accordé à tout le monde pour de multiples raisons. Et donc, finalement, la notion d'égalité ne suffit pas. On réfléchit aussi avec la notion d'équité de plus en plus, et dans les mondes qu'on va qualifier de modernes. Et l'équité, c'est qu'en fait, tout le monde arrive en fait à la même chose.
quel que soit l'endroit d'où on parte, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de compensation qui la plupart du temps passe par un tiers, que ça soit un tiers institutionnel qui apporte du financement, que ça soit un tiers humain, comme vous par exemple, suivant vos professions. Et puis, voilà, il y a le contexte de responsabilité aussi qui est très important et qui aujourd'hui est de plus en plus, je pense, qui est pas toujours interprété de la bonne façon, mais en tout cas, qui dit responsabilité dit peut rendre des comptes. Et une des réalités aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société qui est de plus en plus violente. Peut-être qu'elle l'était avant. Moi, j'ai pas vécu dans les années 50. Je ne doute pas qu'elle fût fort violente. Je n'ai pas vécu au temps de Durkheim, etc. Je ne doute pas que c'était très violent aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, la société est de plus en plus violente avec des outils dont nous avons parlé là, des outils connectés, médiatiques, etc. Et donc, cette violence est reçue par chacun de nous. Si vous prenez le métro, alors vous pouvez aussi ouvrir CNN ou les infos ou quoi que ce soit, mais en fait, cette violence, on la reçoit d'une façon ou d'une autre. Et chaque chose nous... Et là, les maltraitances sont une forme de violence parmi ces violences-là, mais il y a plein d'autres violences aussi avec lesquelles nous apprenons à grandir et d'une façon ou d'une autre, à vivre avec, et il faut en être conscient. Et puis, alors, les médecins qui sont aussi dans la salle auront le droit d'avoir un avis différent. Je n'ai pas d'avis pour les autres, mais le milieu du soin est un milieu violent. Et la façon dont nous sommes éduqués dans le soin est aussi une façon violente. En tout cas, on commence aujourd'hui à proposer qu'il y ait des briefings, des façons de sauver un peu en écoutant des internes, des médecins en souffrance, etc. Mais tous les baromètres, on s'est rendu compte de ça tout à coup en post-Covid, mais c'est une réalité dont il faut avoir conscience. C'est voilà, on n'a pas, en tout cas, il y a une posture qui jusqu'à présent était assez dure et où on estimait que voilà, on vit avec les malheurs de la vie et il faut savoir faire face. Et à titre personnel, en fait, voilà, j'ai été très très forcée à aller travailler dans un site que je connaissais, dans lequel j'avais pas forcément envie d'aller pour de multiples raisons, et en particulier parce que je savais que c'était pas facile là-bas. Et je suis arrivée dans une je ne sais pas dire comment, voilà, dans une espèce de mec de la maltraitance, où on m'a dit voilà, tu vas faire le ménage. Et donc voilà, je peux vous dire qu'avec les meilleures intentions du monde, tout seul, on ne peut absolument rien. Et que ça aussi, c'est une violence terrible, quelle que soit, en fait, la posture que nous ayons. Et il faut aussi avoir conscience de ça. Alors, pour parler du tiers médecin, le tiers médecin, il se pense souvent, avant tout, comme observateur. Bon, il voit, il questionne, et en tout cas dans la profession gériatrique, on est assez intrusif, c'est-à-dire qu'on questionne aussi comment les gens vivent, comment ils se déplacent, qui c'est qui vient pas, et puis normalement, au bout d'un moment, dans la relation qui se fait, on interroge aussi l'intimité, en fait. C'est de savoir, parce que ça fait aussi partie, finalement, de la vie du sujet, et la vie du sujet nous est intéressante. Le tiers médecin, il peut avoir une posture de médiation, qui est de plus en plus, les médecins sont de plus en plus sensibilisés à ça. Pas forcément, je ne vous parle pas de médiation où on saisit un médiateur, etc. Ça, il faut une formation, etc. Mais où souvent, en fait, le patient ou les proches nous prennent à témoin et disent, voilà, il y a ça, et où on se trouve dans une posture où, en fait, il faut essayer de peser le pour, le contre, et de trouver, et d'être plutôt d'ailleurs... quand les gens ne sont pas, ne voient pas en fait leurs propres difficultés, d'être dans une posture plus de conciliateur, c'est-à-dire d'être force de proposition. Et là, c'est difficile en fait d'être force de proposition quand on est tout seul,
parce qu'on arrive avec ses propres valeurs, sa propre expérience, sa propre façon de voir les choses. Et c'est là où c'est important d'être unis dans un groupe. Le problème, alors le médecin est parfois formateur. Je parle des médecins coordinateurs, par exemple, qui se retrouvent normalement à avoir l'obligation de faire les formations des professionnels dans les EHPAD. Et voilà, qui y arrive ou pas. Et puis, il est normalement aussi, il est censé avoir une posture, finalement, dont il n'est pas forcément conscient de veiller au respect des droits des personnes. Le côté positif du tiers médecin, c'est normalement son impartialité. Ça fait partie des choses dans lesquelles on nous indique beaucoup. C'est normalement le fait de veiller à la qualité des soins et une façon finalement de dépister les mauvais traitements, c'est aussi de veiller à ça et d'éduquer les professionnels à surveiller les poids pour surveiller la qualité de l'alimentation ou d'éduquer les familles aussi ou les personnes elles-mêmes et de sensibiliser en fait le respect de la parole du sujet. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et le médecin est souvent le porteur, en effet, de pas mal de vœux. La personne dit je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Voilà, moi, je voudrais ceci, cela. Et on dit c'est très bien, mais moi, je vais pas forcément être là quand il y aura besoin de ces informations-là. Qu'est-ce que vous en diriez d'en parler à vos proches, à votre personne de confiance. Je vais en reparler dans quelques minutes. Ça, c'est le côté positif, mais malheureusement, il y a de moins en moins de médecins. Il faut être réaliste. Et je vous parle d'aujourd'hui et maintenant, c'est encore le moment de la liste des vœux. On peut tous espérer qu'il y aura plus de médecins, mais c'est pas dans la philosophie étatique actuelle. Et voilà, je ne sais plus très bien où on en est, mais en tout cas, je n'ai pas entendu dans les dernières annonces qui étaient prévues de revoir le nombre de médecins ni d'infirmières. Il y a la question de la formation. Et clairement, là, autant on sensibilise un petit peu aux violences, à voir un petit peu la violence des femmes, un petit peu la violence aux enfants, les autres non. Les autres n'existent pas. En tout cas, les adultes non pas les adultes non femmes. Et quand je dis ça, je dis pour avoir une réunion hier matin organisée par la directrice de mon hôpital avec la ville et différents professionnels sur différents professionnels de l'hôpital autour des vulnérabilités. On avait tous le même constat. Et ce qui était assez intéressant, c'est que tout le monde limitait la vulnérabilité et les problématiques à l'accueil des personnes transgenres. Je travaille à côté du Bois de Boulogne, alors que clairement, les problématiques d'accueil, de communication et de vulnérabilité se limitent, je pense, à l'essentiel de la population. Et donc il y a la problématique de la formation et il y a la problématique de la communication. On en a déjà parlé là, mais c'est indispensable. Et quand je dis la communication, c'est la façon de communiquer les uns par rapport aux autres, avec déjà le respect pur de la parole de l'autre, le respect de ce qu'il est, de ce qu'il conçoit à l'accueil d'un hôpital, en train de faire la queue à la poste ou dans nos différentes postures professionnelles ou pas. Dans ce qui est compliqué, il y a la bureaucratisation des soins et la bureaucratisation de la médecine. Enfin, moi, je suis épatée, en fait, quand je vois... c'est toujours Astérix avec il faut me remettre une copie en 4 pages sur les tables de marbre, là, et ça prend le même temps. Je fais partie du groupe TACT avec la commission de lutte contre la maltraitance. Vous avez parlé de l'ARS, il y a de la violence au sein de l'ARS et il y a aussi de la maltraitance institutionnelle au sein de l'ARS et il y a des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ont osé dénoncer des choses. Et moi, je réclame que l'ARS passe dans les EHPAD dont je m'occupe depuis des années et on me dit que c'est pas possible parce qu'on ne veut pas fermer ces EHPAD-là. Et je sais que c'est vrai, je sais que je ne saurais que faire, personne ne saura que faire de ces personnes accueillies et il faut qu'on se débrouille pour que ça aille mieux. On a parlé du... Pardon. Et est-ce que les médecins sont écoutés dans tout ce que vous dites et est-ce qu'ils peuvent avoir des lignes d'écoute pour
Vous voulez que j'arrête de parler? J'ai compris. Alors je finis avec 2 mots et je réponds à votre question. S'il faut que vous voulez faire la pause maintenant, j'ai compris. Non, pas du tout. On a encore des questions. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Il n'y a pas de souci. L'écoute des patients et des médecins, ça vient juste à la fin. Il faut me laisser encore 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes, il n'y a pas de souci. Je voulais juste parler du secret professionnel. Et le secret professionnel, en fait, on confond tous signalement et dénonciation. Ce sont des choses totalement différentes. On signale, on ne dénonce pas. On commence par le signalement et dénoncer les choses. Et après, nous avons aussi une réglementation qui nous dit un petit truc qui s'appelle la non-assistance à personne en danger, que tout le monde me sort pour faire des obligations de soins et de l'acharnement thérapeutique et que, comme par hasard, tout le monde oublie quand il s'agit d'aller enfiler le costume et aller vraiment parfois au clash. Et puis, il y a des conflits souvent avec l'institution. Je pourrais vous citer un exemple assez typique. Et il y a des problèmes de vocabulaire. Vraiment, en tout cas, j'ai parlé de la violence et la maltraitance, mais normalement... Le travail qu'a fait la commission de lutte contre la maltraitance est très intéressant, mais il n'est pas suffisant, en tout cas à mon avis. Il a posé des définitions. L'idée, c'est de faire que pour tout le monde, ça soit pareil. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est violent pour tout le monde. C'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience et qu'il y a le vivre avec. Et que le docteur, qui s'y met ou qui s'y met pas, qui enfile le costume ou pas, en fait, il est le tiers, mais quand il rentre chez lui, il a quand même la vision de ce qui s'est passé, comme vous en tout cas, enfin comme tous ceux qui ont entendu ou vu des situations. Et ça pose aussi, ça rentre aussi dans sa propre réflexion et dans sa posture, qui peut être une posture de protection, qui peut être une posture d'isolement, qui peut être une posture de rejet ou de déni, parce que c'est pas possible pour lui. D'où l'importance qu'il ne soit pas seul. Et puis, dans l'idée de tiers, il y a aussi les tiers. Et donc, dans le soin gériatrique, il est impossible, comme dans le soin du handicap, en fait, on s'occupe de façon systémique de la personne et de ses proches. Donc, on a parlé de la communication, il y a tout ce qui est l'information, il y a l'idée de la culpabilisation, et en tout cas, c'est tellement facile de dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». D'accord, et alors on fait comment ? Voilà. Dans quel timing ? Parce que la temporalité, c'est quand même un truc essentiel. Il y a les professionnels de l'aide, il y a les aidants familiaux et les non-aidants, qu'il est indispensable aussi d'accompagner, d'avoir ce temps-là dédié pour essayer de rompre le fameux huis clos. Donc l'idée de l'accompagnement, que ça soit... Et en fait, cet accompagnement-là, il est rendu d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, il y a les médias, il y a ces fameux outils, il y a la personne qui pose son petit téléphone... au début de l'entretien et qui dit non, c'est juste pour prendre des notes et qui vous a enregistré pendant tout le temps où vous avez dit des choses, essayé d'avoir une posture empathique ou pas, etc. Je ne parle même pas des questions de fin de vie et des postures gouvernementales, où c'est qui est quelqu'un de très bien par ailleurs, mais qui m'a bien expliqué et qui porte le projet de loi toujours et encore, m'a bien expliqué que quand il y aura l'euthanasie, enfin, il n'y aura plus personne en EHPAD et on pourra récupérer les professionnels. Et alors, quand quelqu'un vous dit ça à l'Assemblée nationale devant témoins, j'en ai encore... les poils, comme dit ma fille, mais c'est compliqué. Et puis, dans l'idée du tiers médecin, il y a aussi le tu, parce que là, j'ai beaucoup parlé de moi, ou en tout cas de tous ceux que je représente, mais en fait, le tu, c'est la posture de l'autonomie. Et la posture de l'autonomie, c'est de plus en plus... On a de moins en moins de temps, donc c'est de plus en plus facile de faire sans. C'est-à-dire de se dire, OK, ce patient, il a tel truc, il y a telle problématique, on a envie des réponses rapides. Or là, on n'est clairement pas jamais dans des réponses rapides puisqu'on fait de la casuistique.
On fait du cas par cas. Il ne peut pas y avoir une réponse uniciste. Il y a sans arrêt besoin, et ça c'est l'éthique qui nous le dit, de se reposer parce qu'aucun cas n'est pareil et que même s'ils ont l'air absolument pareils, eh ben celui-là il a pas ci, celui-là il a une fille qui habite la Bretagne, l'autre il a une fille qui habite la Suisse, c'est pas pareil, ils vont pas vouloir les mêmes trucs, les mêmes machins, etc. Et que le gros risque qui existe chez tous les professionnels de l'accompagnement, médecins compris, c'est la posture moderne de la vulnérabilité. Et honnêtement, voilà, la vulnérabilité, jusqu'au Covid, ça en dit plus sur celui qui dit que c'est une vulnérabilité que sur celui qu'on voit comme vulnérable. D'ailleurs, la plupart des gens qu'on voit comme vulnérables, quand on leur dit « vous vous sentez vulnérable », ils disent « bah non, ça veut dire quoi votre truc là? Ça veut dire que vous allez dire les choses à ma place ?» C'est ça. Voilà, je rappelle à toutes celles qui ont été enceintes comme c'était sympa d'avoir tous ces gens qui venaient vous dire « t'es trop grosse, oh, vous êtes assise, vous feriez mieux de marcher, ah, mais vous mangez pas, vous devriez manger pour votre bébé. » D'ailleurs, on est tellement débiles quand on est vulnérable qu'on est obligé de mettre sur l'étiquette des bouteilles de vin une petite dame enceinte rayée pour vous rappeler qu'il ne faut pas en boire. Et si jamais vous avez l'idée de boire un peu de champagne, quelqu'un va venir vous rappeler que vous ne savez pas lire. Les neurones sont partis. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup la vulnérabilité comme prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es vulnérable, ton autonomie est moins importante et je suis capable de vouloir le bien et de savoir le bien pour toi. Et ça, on utilise tous les mêmes mots que j'ai dit tout à l'heure, mais on est à l'inverse même de la posture éthique. Et donc ça, moins on attend, plus c'est facile. Et par rapport aux renforceurs des droits que sont la personne de confiance et les directives anticipées, c'est quand même vachement plus facile de s'adresser la plupart du temps à la personne de confiance qu'au patient lui-même, parce que le patient il est souffrant, il n'est pas bien, ou il est dans le fameux huis clos et il ne veut rien savoir. Et donc il faut aussi faire attention à ça. L'autonomie, c'est le tu. Et la personne de confiance, même si elle est renforceur d'autonomie, les directives anticipées, même on ne sait pas comment elles ont été écrites, etc., si la personne, on peut interagir avec elle, Dieu sait que parfois c'est long et que c'est compliqué, et ben c'est avec elle qu'il faut interagir. Voilà. Et après, je vais juste, avant de répondre à la question, vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, je félicite le 93, c'est la première fois que je pense rêver d'habiter dans le 93, ou en tout cas de travailler dans le 93 plutôt que dans le 92, mais je pense qu'il faut arrêter d'être timide. Et que vous avez dit, on essaye. Il ne faut pas essayer, il faut y aller. En fait, il faut chacun... Moi, j'ai un conjoint qui est insupportable et qui me dit toujours, essayer, c'est se préparer à l'échec. Donc, ça m'énerve, mais c'est pas faux. Voilà. Et donc, il faut avoir une posture plus gladiateur, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut être convaincu que c'est indispensable. Et pour ça, on n'essaye pas, on fait. Et quand on fait, on sait que des fois, on fait des boulettes, ça ne fonctionne pas, etc. Et on apprend et on continue. Je ne suis pas une grande experte de la pensée positive, mais je pense que ça, on en a... Et ça fait trop longtemps qu'on est timide. Et que... Vous voyez, par exemple, par rapport à ici, la communication, en fait, expliquer, savoir dire ce qu'on fait, en être fier, le montrer aux autres et stimuler les choses, c'est indispensable. Donc, bravo pour la formation. Il faut la développer plus. Il faudrait qu'elle soit soutenue par les instances. Ça, on a le droit de rêver. Et puis, attention à la violence. Quant à la parole des médecins... ça dépend qui l'entend et à qui elle s'adresse. Moi, dans le cadre de la thèse d'une de mes internes, on a monté un questionnaire, enfin un dépistage, un test de dépistage de la maltraitance à domicile. Et il y a plein de médecins traitants qui ont été OK pour le mettre en place. Et puis, voilà, je leur ai fait faire en test. Ça a fait l'objet d'une deuxième thèse. Et puis, ils sont venus vers moi en me disant « C'est sympa ton truc, hein. Nous, ça nous a fait voir plein de choses. On voit différemment les gens et tout. Mais après, en fait, après, on sait rien. » Voilà. C'est une fois qu'on on passe le bébé, finalement, on
transfère les choses, on essaye. Et m'ont tous dit, ça nous met dans une posture qui est insupportable. Donc maintenant, quand il y a une suspicion, on te les envoie, ou on appelle le clic pour qu'il t'appelle pour que tu viennes à la maison. Et pourquoi pas, mais c'est fonctionnel que dans un tout petit territoire, en fait. Je ne peux pas porter tout ça, et c'est pas... voilà, quand je parle de communication, il y a ça aussi. C'est que les acteurs de terrain communiquent pas non plus forcément, ou non pas les communications faciles les uns aux autres. Et d'ailleurs, la dame qui parlait tout à l'heure des violences faites aux femmes, hier à la Réunion, la mairie nous a sorti un gigantesque dépliant avec plein d'associations, d'appels aux droits, de trucs comme ça que personne connaissait à l'hôpital. Ambroise Paré, il a le même âge que moi, donc ça fait un petit moment qu'on existe, et et le maire présente préside le conseil d'administration, donc c'est pas voilà, et ces liens-là ne sont pas forcément faits non plus. Donc la parole du médecin, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle dépendra aussi de la posture et de la qualité du médecin. C'est un individu et c'est un humain comme les autres, même si c'est peut-être décevant. Merci beaucoup en tout cas. Merci.